Tu sors du format un peu plus traditionnel des guides Lapéry qu'on a connus au fil des années. C'est quoi l'idée derrière le changement? À la base, vous aviez un guide de sélection de vins, comme l'a si bien fait le grand François Chartier pendant des années, ou Michel Faneuf, on s'est dit. Je pense que les gens des éditions-là m'ont dit, profite du fait que tu as la chance de collaborer sur différentes antennes avec des personnalités connues qui sont des épicuriens ou même des épicurieux, hein, des gens qui aiment bien, qui sont gourmands, qui sont curieux, qui voyagent, des gens qui aiment bien le vin, mais la bonne bouffe et surtout des gens qui se prennent pas au sérieux. Hein? Dans le monde du vin, des fois, on dirait que... Et là, on a approché justement les Ricardo, les Gino Chouinard, les Eve-Marie Lortie, des gens qui aiment le voyage, la bonne bouffe. Puis ça va au-delà de la question quel est ton vin préféré? On a sorti une 25 questions différentes. Exemple, est-ce que tu as mis de côté, derrière les fagots, quelques bouteilles de vin de l'année de naissance à tes enfants pour leur ouvrir à leurs 18 ans? Quel voyage tu n'as pas fait? Marie-Lou Wolfe qui a fait le tour du monde ou à peu près, on lui demande ta prochaine destination, ça va être quoi et le pourquoi? Dernier repas avant de mourir. Hein? Le jugement dernier vient de sonner. Qu'est-ce que tu mangerais? Cette fameuse question. Ben oui. Est-ce que tu as déjà participé à une vendange? Est-ce que tu as déjà goûté un vin de l'année de naissance, de ton année de naissance? Donc, c'est des questions pour leur faire rentrer dans leur bulle, dans leur salier, dans leur maison, dans leur famille, puis des questions qui n'ont jamais été posées dans les médias. Donc, ils se sont ouverts à nous. Ça a été très le fun pour moi pendant 1 an et demi de pouvoir questionner ces gens-là. Parce qu'il y a quand même des connaisseurs. Là. Je vois, Ricardo, Stefano Faita, mais il y a aussi Mario Pelcha qui est vignoble lui-même. Il y a un vignoble à Saint-Joseph-du-Lac, exactement. D'ailleurs, dans l'article, on parle de la seule fois qu'il a bu une bouteille de son année de naissance, le grand Mario Pelcha qui a 61 ans. Je l'ai ouvert en 1964. De voir Mario Pelcha qui chante depuis à peu près 40 ans verser une larme en disant de partout il a chanté dans le monde. Il n'avait jamais goûté un vin de son année de naissance. Je l'ai touché droit au cœur. Fait que c'est ça, moi, qui m'allume dans le vin. C'est l'aspect émotionnel, c'est l'aspect humain. Donc, oui, ça a été juste du gros fun de pouvoir faire ça. Parce que ça démontre que le vin, c'est pas juste un liquide, c'est pas juste un breuvage, c'est une expérience. Une expérience de partage, d'échange, d'amitié. Quand on ouvre une bouteille de vin à des gens autour de la table, on partage une assiette, on partage un plat, c'est ouvrir notre cœur, c'est parler de... Ça va au-delà d'assouvir un besoin. Tu sais, on mange pas, puis on boit pas. On déguste, on savoure. Les Québécois, on a des racines profondément européennes. On prend du temps à table pour se raconter notre journée, pour déguster un verre de vin. Même dans les salons des vins, on les voit, là, les vignerons français, italiens viennent nous voir en disant « Mais comment ça, vous avez des connaissances en matière de vin qui sont si poussées? » Les gens me demandent « Est-ce que c'est une bonne année? C'est quoi les variétés de raisins? C'est quoi le cépage? Le nom de la cuvée est en lien avec quoi? » Donc, c'est au-delà de boire ou de manger. On a cette curiosité-là qui est hyper importante. Puis je le dis souvent, mais la curiosité, c'est la plus belle qualité du commun des mortels, mais jusqu'au sommelier professionnel. Il faut toujours rester groundé. Le monde du vin, il est vaste. Puis je le dis souvent aussi, mais plus on en sait, plus on sait qu'on sait rien dans le monde du vin. Il y a tellement de sujets qui touchent au jus de raisin fermenté. Pourquoi c'est important d'aller ailleurs? Là, il y a les rencontres, les expériences avec les différents invités à qui tu as parlé, les témoignages. Il y a quand même une sélection de vins dans le Lapéry et compagnie. Mais pourquoi as-tu ressenti le besoin de changer un peu le format? On se devait de rajouter de la chair autour de l'os. Les gens en veulent plus. Malheureusement, on a vu des guides du vin qui étaient solides dans les dernières années disparaître. Je pense au guide du vin du grand Michel Faneuf qui a été là pendant 45 ans, François Chartier qui a été là pendant 17 ans. Puis de voir, moi, je me réjouis pas du tout de savoir qu'ils sont plus là. C'est les gens qui m'ont inspiré. Je les ai tous, les Faneuf dans mon... Donc, de savoir qu'il faut rajouter quelque chose, il faut en donner un peu plus, je pense, aux lecteurs. Donc, on a été chercher une dizaine des plus grands chefs du Québec, que ce soit Ricardo, Daniel Vézina, Bob le chef, donnez-nous vos recettes coup de cœur. Et par la suite, moi, je me suis amusé à faire des harmonisations, mes événements avec ces recettes-là. Donc, vous avez le livre de recettes, vous avez les secrets d'une quarantaine de personnes connues, mais la ligne directrice du livre va rester toujours les 150, 200 meilleurs vins de notre année de dégustation. Notre année de dégustation, c'est très simple, c'est 2200 vins qu'on déguste le matin, quand je dis on avec mon collaborateur, Mario Landry, qui est un directeur de cégep. Le matin? Le matin, toujours, en 7h à 11h. La bouche bien fraîche, j'ai jamais bu un café de ma vie. Ah oui? Non, les papilles bien aiguisées le matin comme ça. Après une grosse assiette de pâtes, on mange une grosse portion de lasagne, nos papilles tombent en mode un peu plus relaxation par la suite. Donc le matin, on est stimulé, nos sens sont bien réveillés. Donc c'est le goût le plus franc qu'on peut avoir. Là. Parfait le matin, exactement. On prend des notes, on recrache tout. Quand ça nous allume, quand on a un peu d'émotion, on prend des notes. Par la suite, on va appeler l'agent si la langue est un obstacle, si c'est un vin italien ou un vin grec. On va demander à l'agent, souvent à Montréal ou à Québec, de nous dire, OK, je veux le maximum d'informations sur ce vigneron, sur cette cuvée. Pas juste le type de sol. Parce que l'aspect aussi empélographie de la vigne, l'aspect géologie des sols, c'est correct. Mais le grand public veut savoir pourquoi la cuvée de la famille Pras s'appelle Otto.
Quand on fouille un peu, on s'aperçoit que c'est le chien saucisse de la famille Prat. Et c'est ça que le monde, ils veulent. Ils veulent la petite histoire, le côté humain. En arrière d'une bouteille de vin, il y a un homme, il y a une femme, il y a une tradition, il y a une histoire, il y a quelque chose à savoir. Et c'est pour ça que les vins industriels qui sont faits à la chaîne par des multinationales, ils me donnent moins de plaisir. Quand c'est fait juste pour être bu, je veux comprendre que la cuvée Impatience du château du Grand Comont, c'est en l'honneur de la grand-mère qui avait un caractère exécrable, qui était impatiente, qui était, Laurence Rigal le fait en l'honneur de sa maman qui est décédée. Donc, la cuvée Impatience. Il y a toujours quelque chose à savoir. C'est en fouillant et c'est en appelant le vigneron qu'on peut avoir ces informations-là. Par la suite, les gens autour de la table, le week-end, vont déguster la cuvée en ayant la petite signification et l'histoire autour de la bouteille. Ressentir qu'il y a encore beaucoup d'amour dans la bouteille. Oui, exactement. C'est fait par des humains d'abord et avant tout. Oui. C'est des gens qui bûchent très fort avec leurs bottes à tuyaux puis leur sécateur. Eux qui piétinent, qui foulent encore au pied. Exact. Par contre, il y a quand même une réalité quand on parle de vin. Il y a de plus en plus d'applications qui sont disponibles. Je peux penser à Vivino, même l'application de la SAQ. Est-ce que ça rend la présence des guides un petit peu plus difficile au fil des années, l'arrivée de cette technologie-là, le numérique? On a de plus en plus de suggestions de vins qui viennent sur des Instagram, sur des sites, puis c'est bien correct comme ça. Je pense qu'on veut tous et toutes... Faut s'ajuster. Exactement. Mais de voir les guides disparaître, je le répète, c'est un peu triste, mais il faut... Tu sais, on peut... Le commun des mortels qui rentre dans une SAQ, oubliez pas, là, on a 15 000 sortes d'alcool différents, issus d'à peu près 70 pays dans le monde. C'est le plus grand terrain de jeu de la planète en matière de vin. Le commun des mortels qui rentre dans une SAQ sélection a le choix de 1500 à 2000 produits. Il y a 5 minutes pour acheter une bouteille parce qu'il s'en va le samedi soir chez de la visite. Il se sent complètement menotté. Et là, il y a des étiquettes partout. On va se fier à un kangourou fluo, on va se fier à une bouteille avec 22 médailles, et c'est pas toujours un gage de qualité. C'est pas parce que le packaging, excusez le mot anglais, mais l'habillage de la bouteille est beau au visuel, qu'il y a un contact oculaire qui est attirant, qui va faire que ça va être un grand cru à l'intérieur. Donc, souvent, on va se fier bien sûr à des sites, à des livres, dans la presse. Je veux dire, il y a toutes sortes de façons de trouver des bons vins, mais encore faut-il avoir les mêmes goûts que la personne qui écrit. Moi, vous avez vu dans le guide, là, c'est des petits vignerons jardiniers. Moi, à 50 ans, mes papilles vieillissent, j'en veux plus des tisanes de 2x4, puis des vins infusés, puis des confiturés, riches, sucrés. Je veux de la finesse, je veux de la dentelle, je veux des vins qui sont digestes, qui sont aériens, qui sont légers. J'ai un buveur de Chablis, j'ai un buveur de Beaujolais, des vins qui passent bien à table, qui ont une belle digestibilité. Et souvent, les gens qui aiment la structure, la puissance, la confiture de l'Australie, de la Californie, ils vont être déçus. Là. Achetez pas mon livre, parce que c'est pas ça qu'il y a là-dedans. Là. Ouais. C'est vraiment l'histoire, puis de petits vignerons jardiniers qui travaillent à échelle humaine, qui font 50-60 000 bouteilles par année, des petites pépites, des petits joyaux, des coups de cœur. Donc, il faut trouver chaussure à son nez en matière de son chroniqueur vin préféré. Parce que chacun en a un différent. Moi, ce que je dis souvent aux gens, mets-toi ami avec un conseiller en vin, puis dis-lui ce que tu aimes habituellement, puis ces gens-là, ils sont à l'écoute. Un bon sommelier, un bon chroniqueur vin, un bon conseiller à la SAQ est à l'écoute de ses clients. Moi, anciennement, j'étais au Laurie Raphaël comme sommelier. J'arrivais à table, qu'est-ce que vous buvez habituellement à la maison? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui fait briller les yeux de madame? Ah, ça. Et juste par 2-3 mots, je vais savoir exactement leur goût en matière de vin. Puis par la suite, je vais essayer de les déstabiliser un petit peu, déstabiliser leur papilles en trouvant... Les amener ailleurs, de goûter, puis pas nécessairement plus cher. Mais de dire, OK, avez-vous déjà goûté un Verdejo? Un Verdejo? Ah oui, c'est un cépage. Avez-vous déjà goûté un Vidal québécois? Avez-vous déjà goûté un Trebbiano d'Italie? Ah ouais, on boit toujours du Chardonnay. On boit toujours du Sauvignon blanc. Mais oui, on va se laisser un peu surprendre avec quelque chose de différent. Et c'est vrai qu'on a souvent nos pantoufles en matière de vin. On vient souvent au même classique. On a tous et toutes un beau-frère qui goûte quelque chose qui est bon puis qui va en acheter 3 caisses puis va boire la même chose. Sérieusement. On salue le ménage à 3 il y a à peu près 10-15 ans. Ta blonde aura beau faire le meilleur pâté chinois ou la meilleure lasagne au monde, mais t'en mangeras pas tous les jours. C'est la même chose. Il faut diversifier nos choix en matière de vin, puis on en a du choix. Qu'on soit d'accord ou pas avec la façon de fonctionner du monopole de la SAQ, quand il y a 15 000 sortes d'alcool, jamais on va faire le tour. Même moi qui déguste 2020 par année, je ferai jamais le tour. Et il y a tellement de nouveaux arrivages, semaine après semaine, qu'on peut goûter différent. J'ai une série de questions pour toi avant de terminer l'entrevue. Une bonne bouteille en 2025, rouge, blanc, orange, bio, on s'en tire autour de combien? Est-ce que 15-20 $, on peut avoir quelque chose qui a de l'allure? Avant, dans les premières années, je disais qu'en bas de 15 $, on peut trouver des vins formidables. Je pense qu'on trouve des bons vins corrects en bas de 15-16 $. La braquette de prix là, entre 20 et 35, 20 et 30 est très intéressante. Il y a des belles choses. Parce que souvent, le vigneron, sans jouer avec les mots, va mettre de l'eau dans son vin. Dans le sens où je suis prêt à vendre moins cher à la SAQ, mais être positionné. N'oubliez pas, la visibilité qu'offre la SAQ à un vigneron, elle est exceptionnelle. Beaucoup de vignerons de la planète vin veulent se retrouver sur les tablettes de la SAQ. Donc, des fois, ils vont vendre le vin moins cher
sur les tablettes du Monopole qu'à leur domaine prix départ chais. Donc, ce qui fait que pour 20, 25 $ jusqu'à 30 $, on peut avoir un vin qui va nous offrir du plaisir puis de l'émotion, qui va nous amener un beau moment de dégustation. Il faut juste passer l'étape psychologique des 20 $. Exactement. Pour 20, puis c'était peut-être pas le cas il y a 5 ans. Non, exact. Puis je pouvais m'amuser avec des vins à 15-16 $. Puis même en bas, là, la SAQ les a tout doucement, tranquillement tassés du revers de la main. Mais de toute façon, je le vois aussi que le consommateur est prêt à boire moins, mais boire mieux. On voit que les gens, au lieu de 2-3 bouteilles par semaine en coupe, on va en boire 1 ou 2. Par contre, on va mettre le 5 ou 10 $ de plus. Ils vont garder à peu près le même budget parce que la SAQ est toujours entre 3,5 3,6 milliards de ventes annuellement. Par contre, on voit qu'il y a moins de bouteilles qui sortent. Donc, les gens mettent un peu plus, mais ils boivent moins. Donc, la qualité l'emporte toujours, puis la qualité va toujours l'emporter sur la quantité. Mais tu parles du fait que les gens boivent moins. Il y a une tendance assez forte de gens qui ne consomment pas d'alcool ou qui ne consomment plus d'alcool. Crois-tu qu'un jour, il y aura un vin sans alcool qui a de l'allure? À ce jour, en blanc, ce qui m'a amené un sourire, je peux le dire comme ça, c'est le Riesling de la maison Leitz en Allemagne, Leitz. En rouge, à ce jour, puis je le dis haut et fort, je suis aucunement gêné, j'ai aucun vin rouge désalcoolisé qui m'a mis un sourire au visage. Et loin de là. Allez plutôt du coin de Drummondville avec la microbrasserie Buck Ale, qui fait des bières sans alcool qui sont sans rival, vraiment. En matière de vin rouge, de vin rosé, c'est très difficile. Désalcooliser un vin, c'est un peu y enlever sa personnalité, y enlever sa chair. Puis les gens, par la suite, font, je voudrais qu'il n'y ait pas d'alcool puis pas de sucre. Ben, un thé glacé. Prends un thé glacé, prends une bière, prends un gin sans alcool. À l'ailleurs complètement, parce oui, on dépouille carrément le vin de tout son caractère et de sa personnalité. Si on enlève son sucre, si on enlève son alcool, il n'y a plus grand-chose à dire. Là. Je te donne un seul choix pour toujours. Rouge, blanc, orange. Ah non! Ben, je suis comme les Québécois, 70% des vins qui sont achetés à la SAQ sont représentés des vins rouges. Je prendrais le champagne d'abord avant tout. Le champagne? Ben oui, c'est sûr. Les bulles champenois sont inimitables, mais un vin rouge. Un vin rouge, puis j'irais probablement en Toscane avec un beau Sangiovese. Quelque chose de frais, qui est tout en dentelle, en finesse. J'aime beaucoup le Sangiovese. C'est un des cépages qui passe le mieux à table sur les créations culinaires. Pas juste de jouer la carte italienne, mais les grands Brunello, les Chianti. C'est un terroir exceptionnel, la Toscane. C'est beau, on y mange bien. Les meilleures huiles d'olive au monde, la truffe noire, les vinaigres balsamiques, tout est là. On peut rester à l'intérieur de la Toscane et y vivre pour le restant de nos jours sans manquer de rien, tout en buvant les meilleurs vins rouges de la planète. Vin orange, est-ce que c'est une mode? C'est pas juste une mode. C'est le plus vieux vin du monde. Ah, oui? C'est depuis une dizaine d'années. Il fait la pluie et surtout le beau temps sur nos tablettes. Il y a les meilleurs côtoient les pires. Par contre, on va s'en le dire, il y a des très mauvais vins de macération qui sont faits parce que, il y a un buzz, parfait, on va en faire rapidement. Ça se fait vite, là. Mm-hmm. C'est tout simplement laisser macérer des peaux et des pépins de vin blanc. Dans le fond, c'est de faire du vin blanc comme on fait du vin rouge. C'est ça, le vin orange. Je pense que ça va perdurer, mais une fois de plus, la qualité va l'emporter. Les Mindclen de ce monde en Autriche, les vrais domaines qui travaillent bien, souvent en culture bio, en vin nature, vont toujours rester. Donc, c'est exactement comme l'après-pandémie pour les gins du Québec, les fromages du Québec. On voit malheureusement beaucoup de microbrasseries, beaucoup de distilleries au Québec disparaître. La qualité va perdurer. Si tu mets quelque chose de bon dans la bouteille, ça va perdurer. Donc, les bons vins de macération sont là pour rester. Dernière question, on approche les rassemblements des fêtes. Un vin pour impressionner la galerie? Pour impressionner la galerie sans faire mal à sa carte de crédit, impressionner un beau-frère qui a tout vu, tout lu et tout bu. Oui, que sa cave à vin. Exact. Trouver la petite perle rare, le fameux Donadieu de la famille Simon, le Clos Bagatelle pour 20$. Pour 20$, pour moi, c'est sans aucun rival. Encore et toujours le meilleur vin à 20$ en rouge à la SAQ. Sinon, les Fiefs d'Openac en blanc, c'est vraiment une super perle. Puis si on veut vraiment épater, pour les gens qui ont encore des préjugés sur les Beaujolais, parce qu'au-dessus du Beaujolais, il y a un nuage noir qu'on appelle le Beaujolais nouveau. Moi, je suis un fervent défenseur et grand consommateur, dégustateur de vin nouveau, de Beaujolais, pardon. Un beau moulin à vent ou un morgon d'un bon producteur pour fermer la trappe à quelqu'un, justement, qui dit... On entend toutes sortes de choses sur le Beaujolais. C'est une petite région qui fait des très grands vins, le Beaujolais. Donc, un beau morgon ou un beau moulin à vent de cette magnifique région. Et bien sûr que c'est le Gamay, là-bas, qui est Rouen-Maître, le cépage qui fait la fierté des vins du Beaujolais. Philippe Lapéry, je rappelle, le livre s'intitule Lapéry et compagnie. Coup de cœur, conseils et rencontres autour du vin aux éditions de l'Homme. La réponse est quand même assez bonne depuis le lancement. On voit qu'il y a un engouement. D'ailleurs, tous les livres de votre Costco ici à Trois-Rivières sont tous signés. Je suis allé ce matin, j'ai tous signés, il en reste quelques-uns, donc allez faire un tour là-bas si vous voulez votre livre dédicacé pour les fêtes. Merci d'être passé en studio. Tu repasses quand tu veux. Merci, c'est gentil comme tout. Merci. Salut.